Les phénomènes de mode peuvent se retrouver partout, peu importe la sphère de la société. L'informatique et les systèmes d'exploitation ne sont pas en reste. Qu'on les aime ou pas, ils permettent de marquer dans le temps un jalon qui symbolisera la frontière entre ce qui se faisait avant et ce qu'on devra côtoyer plus fréquemment. Voilà quelques mois que Microsoft a dévoilé au monde Windows 11. Il faut croire qu'il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour faire des émules, même du côté des adversaires. Ce que vous avez devant les yeux, malgré la ressemblance fort saisissante, ce n'est pas Windows 11, loin de là. Il s'agit d'une distribution Linux, plus particulièrement Linux FX 11. Vêtue de ses habits endécagonaux, elle s'évertue à faire sa meilleure interprétation du système de Microsoft. Prenons quelques minutes pour en savoir davantage en sujet. À l'origine, Linux FX est une distribution Linux brésilienne basée sur Ubuntu. Elle est livrée avec une interface utilisateur de bureau, intuitive, conçue pour faciliter la migration des utilisateurs depuis Microsoft Windows. Principalement disponible pour les versions de processeur x64, la version nommée Linux FX 11 se veut rapide, stable et sécuritaire, en plus de fournir aux utilisateurs Linux non seulement l'apparence, mais également les fonctionnalités de Windows 11. C'est ainsi qu'en plus de l'apparence épurée de Windows 11, Linux FX se propose également d'offrir à ses utilisateurs, entre autres, le support Android, exécuter des applications et des jeux Android en tout genre, installer des milliers d'applications via le Play Store, et puis les jeux, Office 365 et les applications 3D sont désormais prises en charge. Plusieurs applications Microsoft natives sont installées par défaut, telles que Microsoft Edge, Microsoft Teams, Microsoft Skype, PowerShell, Office Online et plus encore. Il y a la possibilité d'exécuter les applications .exe ou .msi nativement avec un double clic comme dans Microsoft Windows. Le mode de compatibilité étend encore plus cette fonctionnalité. Il faut également noter la présence d'un assistant personnel, comparable à Cortana, mais qui est basé sur Google Assistant à la place. En effet, Hello A, l'assistant personnel de Linux FX, utilise la technologie d'assistant Google pour vous aider à entendre et à exécuter vos commandes vocales rapidement et efficacement. Il est important de noter que Linux FX se décline en deux éditions principales. L'édition gratuite, qui comporte toutes les fonctionnalités opérationnelles, et l'édition professionnelle, disponible à partir de 35 $ USD, qui a l'ambition d'offrir une compatibilité plus large encore avec les produits et services Microsoft. En termes d'exigences minimales, les configurations requises pour avoir un système fonctionnel sous Linux FX incluent 2 processeurs, une mémoire vive de 2 Go et un disque dur de 30 Go. Si vous souhaitez avoir plus de marge de manœuvre, alors n'hésitez pas à doubler ces valeurs. Comme toute, le processus d'installation est assez standard et comparable aux installations des distributions orientées Ubuntu. Je tiens toutefois à noter que, comparativement à d'autres systèmes, le processus de décompression des fichiers a pris beaucoup plus de temps dans mon cas. Nous voici donc dans Linux FX 11. C'est l'écran qui va nous accueillir une fois que nous aurons rentré notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et comme vous pouvez le constater, de manière vraiment visible et ostentatoire, nous sommes dans Windows 11. Maintenant, une fois que le système a démarré,
Il est correct, mais je trouve personnellement qu'il est peut-être un peu lent. Bon, là, par exemple, en ouvrant une fenêtre, vous voyez comment ça prend du temps. Je suis dans les configurations recommandées, c'est-à-dire 4 Go de RAM et 4 processeurs. Je pense que j'ai 60 Go de disque dur. Et vous voyez le temps que ça a pris. On peut également constater que même au niveau des fenêtres, le paradigme de Windows 11 a vraiment été respecté. Les icônes, vous voyez les effets de transparence. On peut donc constater que sur le bureau, nous avons quelques icônes Microsoft Edge qui est fourni, on va y revenir tout à l'heure. Nous avons un accès aux applications Android, nous avons la corbeille, nous avons également notre bouton démarrer et puis la présentation centrée qui a fait la grande particularité de Windows 11. Parmi les autres applications qu'on peut détecter, nous avons AnyDesk pour le partage de bureau. Nous avons également un gestionnaire pour les mises à jour et puis les icônes traditionnelles pour le volume, le réseau, l'heure et les notifications. Prenons donc quelques moments pour examiner les applications qui sont livrées avec notre système. Alors si on clique sur le bouton démarrer, nous avons ici les applications par défaut, Microsoft Edge, Dolphin, Kmail pour les courriers électroniques, Kphoto Album, c'est vraiment KDE principalement qui a été installé. Et puis nous avons Microsoft PowerShell comme environnement, comme terminal orienté Windows. Nous avons la surveillance du système, on va regarder. Et vous allez constater que si d'un point de vue mémoire, le système se comporte plutôt bien, en termes de réactivité, il est cependant, à mon sens, beaucoup plus lent qu'on ne s'y attendrait. Alors ça va venir. En attendant que ça vienne, on va également lancer la ligne de commande qui est gérée par console. Si on lance par exemple NeoFetch, alors vous pouvez constater que d'après NeoFetch, nous n'utilisons même pas 1 Go sur les 4 Go alloués à cette machine. Et ici, bon, ça va se charger, on va attendre. Pendant ce temps, si par exemple je tape ici, je sais pas moi, OBS, ça permet de trouver OBS assez rapidement, ou n'importe quelle application pour peu que vous rentriez le terme approprié. Par exemple, là j'essaye avec Office, donc tout ce qui s'apparente à Office est disponible. Donc ça c'est une belle fonctionnalité. Alors si on vient ici au niveau de toutes les applications, alors je ne vais pas parcourir absolument toutes les applications, je vais juste m'arrêter sur celles qui ont attiré mon attention. Donc nous avons AnyDesk pour les bureaux à distance, nous avons une application pour le chat. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le gestionnaire de logiciels, on va également le lancer. Alors vous voyez, c'est vraiment laggy comme on dit. En particulier, nous avons Hello A, qui est un peu leur Cortana si vous voulez, ou bien leur Hey Google. Nous avons les applications classiques de la suite de KDE, par exemple pour graver les CD ou les DVD. Je ne sais même pas si les DVD existent encore. Nous avons KDE Connect et KDE SMS, si jamais vous voulez synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur. Nous avons Kodi, si vous voulez faire du multimédia, ou encore organiser votre bibliothèque de films, de dessins animés, de séries, etc. Et vous pouvez également vous servir de Kodi pour regarder la télé en direct. Si vous êtes intéressé à savoir comment utiliser Kodi, vous pouvez consulter notre cours. Nous avons un dossier entier là-dessus, plus de 6 heures consacrées à cet outil-là. Vous avez Console, K-Organizer, vous avez un logiciel pour gérer les torrents. Vous avez quoi d'autre? Ça, c'est Kwrite, c'est un éditeur de texte tout simplement. Alors, en termes de multimédia, nous avons VLC, bien entendu. Qu'avons-nous d'autre? Et maintenant, au niveau de la bureautique, nous avons Microsoft Online, mais il est important de comprendre que ce sont des liens vers la version web, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir un navigateur à partir duquel vous allez pouvoir vous connecter à votre compte en ligne. Nous avons Microsoft Edge, bien entendu. Nous avons PowerShell, nous avons Teams, Word, nous avons OBS Studio, livré par défaut. Nous avons OneDrive. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont juxtaposé les outils Microsoft qui sont online avec un outil interne installé qui est OnlyOffice. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas préféré LibreOffice, ils ont plutôt installé OnlyOffice, qui est également un très bon
clone de Microsoft Office. Qu'avons-nous d'autre de particulier? Nous avons Steam qui est installé par défaut. Nous avons Synaptic Package Manager. Il ne faut pas oublier que cette distribution est basée sur Ubuntu, donc la plupart des choses que vous feriez ou vous auriez fait sur Ubuntu, vous serez capable de les faire également dans ce système-ci. Ils ont installé Winetricks. C'est notamment grâce à Winetricks que certaines extensions de fichiers Windows comme les .exe, les .msi peuvent être installées. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est venu installé par défaut. Donc le système est prêt à l'emploi. Alors ici nous avons le gestionnaire d'applications, le Play Store si vous voulez, avec les applications phares. Si on vient ici au niveau d'applications, donc ici, on a le regroupement par catégorie. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir ici. C'est vrai qu'ils ont voulu reproduire la philosophie de Windows 11, mais je trouve dommage qu'ils n'aient pas essayé d'incorporer aussi, même si c'est de manière alternative, les options qui sont propres à Linux, comme par exemple l'organisation, le regroupement des applications par catégorie. Au niveau du gestionnaire de logiciels, cependant, on a cette disposition qui peut nous permettre, si on le souhaite, d'installer de nouvelles applications, soit partie du Flatpak, soit partie d'autre chose. Alors ici, j'ai l'impression que c'est principalement les Flatpak. Voyons donc si je viens par exemple à Bureautique. Oui, j'ai l'impression que c'est principalement les Flatpak. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, parmi la liste des applications, rien ne vous empêche, si vous ne voulez pas utiliser les Flatpak, d'utiliser plutôt Synaptic, il était là quelque part dans la liste, ou encore d'utiliser le terminal, si jamais vous êtes habitué au terminal. Alors, en termes de processeur, vous voyez qu'en ce moment, on utilise pas tout à fait 25% du processeur, le disque c'est correct, la mémoire également, on utilise à peu près le tiers, mais je ne sais pas si à l'écran vous pouvez percevoir cela, c'est assez peu réactif et c'est quelque chose que je ne m'explique pas nécessairement, alors que les capacités ne sont pas utilisées à fond. Bon, il y a des mises à jour, peut-être également c'est ma configuration de la machine virtuelle, ou peut-être tout simplement le système n'est pas optimisé pour être utilisé dans une machine virtuelle. Donc il aurait peut-être fallu que je le teste sur une machine physique pour voir ce que ça vaut. Comme souvent avec KDE, nous assistons à une personnalisation assez réussie de l'environnement de bureau. Seuls des yeux exercés seront capables, à première vue, de savoir qu'il ne s'agit pas de Windows 11, mais plutôt d'un clone. Cependant, ce que l'on gagne en apparence, on le perd quelque peu en performance. KDE, pour produire ces beaux effets, aura besoin de ressources, et cela pourrait affecter votre poste de travail si vous ne disposez que de ressources minimales. On peut saluer le travail de l'équipe derrière ce projet. Ils avaient un objectif, celui de proposer, au sein de Linux, un environnement non seulement inspiré, mais aussi compatible avec Windows 11 et ses nouvelles fonctionnalités, et ils n'ont pas du tout failli. Attention toutefois, si au-delà de l'aspect esthétique, vous recherchez de la stabilité et de la performance, à moins d'être doté d'un ordinateur rapide, vous pourriez, à la longue, être frustré. Dans mon cas, je ne suis pas pleinement convaincu. D'une part, il y a le fait que j'ai trouvé le système peu réactif, même en augmentant les ressources matérielles. Pour être juste, je dois mentionner le fait que c'est au sein d'une machine virtuelle que j'ai réalisé mes tests. Mais en guise de comparaison, même Windows 11 ne m'a pas semblé aussi peu réactif dans un environnement virtuel. C'est donc peu dire. Par ailleurs, j'ai l'impression que Linux FX11 essaye davantage de maintenir les utilisateurs en provenance de Microsoft dans la matrice, au lieu de leur présenter la pilule rouge comme alternative. Alors oui, ces utilisateurs découvriront assez rapidement que, derrière cette belle apparence, se trouve un autre paradigme, mais il ne m'a pas semblé que les créateurs de Linux FX essayaient d'y conduire progressivement les nouveaux venus. Ce n'est pas forcément facile à faire, plusieurs l'ont essayé par le passé, sans grand succès,
mais il aurait été intéressant de voir leur approche. Et vous, qu'en pensez-vous? Estimez-vous que la bonne approche pour séduire les utilisateurs de Microsoft serait de mettre à leur disposition une distribution qui émule Windows presque parfaitement, au point de ne pas les bousculer dans leurs habitudes? Ou au contraire, auriez-vous préféré une distribution peut-être moins fusionnelle, avec une philosophie visant à convertir les exilés ou les curieux de Redmond? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à vous abonner et suivre notre chaîne. Vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications et cela ne vous coûtera rien du tout. Si, en bout de ligne, vous finissez par ne pas apprécier nos capsules, vous pourrez à tout moment vous désinscrire.